Alors, donc moi je vais revenir sur 3 années d'utilisation d'Hadoop au sein du Crédit Mutuel Arkea. Donc on ne fait pas encore de graphe, mais on pourrait. Vous allez voir, je commence de la genèse de l'introduction d'Hadoop chez nous jusqu'à là où on en est aujourd'hui. Et puis je tire quelques conclusions qui, je l'espère, vous aideront à faire des choses similaires à ce qu'on a pu faire. Alors, le groupe Crédit Mutuel Arkea, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe bancaire de plein exercice. On a 3,2 millions de sociétaires et clients. On a 9000 salariés. On a un total de bilan de 84 milliards d'euros. Et on a tout un tas de filiales. Donc, on a 3 fédérations du Crédit Mutuel qui nous sont rattachées. Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Crédit Mutuel du Massif Central. Et on a tout un tas de filiales dans des domaines très variés. Donc, on a Fortuneo qui est de la banque en ligne et de la bourse en ligne. Monex qui est du traitement de paiement, BPE qui est une banque privée, Financo qui est du crédit aux particuliers, Suravenir qui est de l'assurance vie, etc. Donc tout un tas une galaxie de filiales et donc des métiers, certes centrés autour de la finance, mais des métiers relativement différents, puisque entre la monétique et l'assurance vie, on a finalement très peu de liens. Alors, la phase 1 d'Hadoop chez nous. Ça a commencé en juillet 2009, où on s'est dit qu'on avait beaucoup de données et que ce serait peut-être intéressant de commencer à les regarder sous un angle différent de ce qu'on a eu l'habitude de faire. On avait on va dire, péché par naïveté au départ en se disant on va aller voir des gens qui ont des problématiques et puis on va aller les convaincre qu'utiliser Hadoop pour résoudre leurs problématiques ce sera beaucoup mieux qu'utiliser les outils qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Je vous déconseille de faire ça, ça marche pas. Ça marche pas parce que les gens sont pas réceptifs du tout. Ils sont en train de dire oh, c'est un projet technique, je vois pas pourquoi on vient me voir, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du temps, puis au final ce que j'aime me convient. Bon, il y a des défauts, mais ce que j'aime me convient. Donc ce plan A n'ayant pas marché, on est passé sur un plan B, où on s'est dit, bon, on va faire des expérimentations à fond perdu, on va faire de la R&D. On va regarder ce qu'on est capable de faire, on va regarder comment on s'intègre dans notre système d'information, et après on retournera voir les gens côté métier, et on espère, on va croiser les doigts, qu'on sera accueillis différemment et qu'on pourra aller un peu plus loin dans ce qu'on voulait faire initialement. Donc ce plan B, en juillet 2009, a consisté à installer une cellule Hadoop, alors on n'appelle pas ça des clusters, on appelle ça des cellules, à installer une cellule Hadoop de 5 machines. Donc on voit à droite là, qui s'appelle Hadoop TUX 0 à Hadoop TUX 04, qui étaient des Dell 1950 avec 2 disques d'1 Tera, et puis 8 cœurs et 16 Go. Donc l'idée c'était bien de mettre une cellule en place et puis de se faire la main dessus, à la fois d'un point de vue administration, pour les gens système qui n'étaient pas encore au fait de comment fonctionnait Hadoop, et puis sur les aspects métiers avec de la manipulation de données réelles. La phase 2, très vite, on s'est dit, on a plein d'idées, mais il va nous falloir un peu de coordination dans tout ça. Donc en 2009 toujours, on a monté une cellule Zookeeper en se disant on va mettre un Zookeeper dans un coin, comme ça nous permettra de faire plein de choses. On pourra faire des applications à nous qu'on avait déjà en tête qui nécessitaient d'avoir de la coordination ou des mécanismes d'élection. Et puis on va pouvoir immédiatement utiliser des choses comme HBase qui s'appuient sur Zookeeper. Donc on a monté une cellule Zookeeper en 2009. On a fait évoluer après en 2010 pour arriver à un ensemble Zookeeper de 6 machines sur 3 data centers organisés en 3 groupes de 2 machines, de poids 2 et 1, c'est-à-dire qu'on peut perdre 2 salles, nos 2 salles principales qui sont à Rennes. On a 2 salles principales à Rennes, une salle de repli à Angers et une salle à Paris. Donc vu comment on a organisé les groupes et les poids, on peut perdre nos 2 salles de Rennes et continuer à survivre. Et donc tout ce qui dépend de Zookeeper peut survivre aussi. Donc ça c'était la phase 2. La phase 3, ça a quand même été de commencer à mettre les mains dans le cambouis et de faire des choses concrètes. Donc on avait une fonctionnalité sur notre site web qui existait depuis 2003 et qu'aucune autre banque a réussi à faire pour l'instant. D'ailleurs on est très fiers de nous. C'est que si vous avez un compte chez nous, que ce soit Fortuneo ou l'une des 3 fédérations du Crédit Mutuel que j'ai citées, ou la BPE d'ailleurs,
vous pouvez faire de la recherche full text sur les libellés de vos opérations bancaires. Donc vous voulez savoir combien vous avez dépensé sur les 10 dernières années chez Amazon, vous tapez Amazon, et ça vous dit, voilà tout ce que vous avez dépensé chez Amazon. D'accord. Là où les autres banques ont des relevés sur 5 semaines, 3 mois quand elles sont bonnes. Nous, on a du full text depuis 2001. Alors pourquoi 2001? C'est pas une limitation technique, c'est parce qu'en 2001 on est passé à l'euro, et c'est un peu compliqué de mixer des francs et des euros. Donc on a dit, bah, on va commencer à partir de l'euro, et puis on fait. Donc on avait une version qui avait été mise en place en 2003, c'était ambitieuse puisqu'elle était basée sur MySQL. En 2000, fin 2009, début 2010, on avait vraiment atteint les limites. Hein. C'était l'étape MyISAM, donc il y a une option dans MyISAM pour pouvoir aller jusqu'à 4 milliards d'enregistrements, mais quand vous êtes à 3 milliards, là j'ai mis 3 milliards 5, mais on était plutôt à 3 milliards 8. Hein. Donc quand vous êtes 3,8 milliards d'enregistrements dans MySQL, ça se passe pas très très bien. Ça se passe pas très très bien, surtout quand vous faites des recherches full texte dessus. Donc on avait une volonté de pérenniser cette fonctionnalité parce qu'elle était bien appréciée des gens, mais de changer le socle technologique sur lequel on allait la construire, notamment pour pouvoir conserver plus d'opérations à l'avenir, puisque ces 3,8 milliards étaient amenés à croître. Et donc on a décidé d'utiliser HBase pour le stockage. Donc un des premiers projets qu'on a concrètement fait sur Hadoop, c'était ce système de recherche sur les opérations bancaires, avec un stockage brut dans HBase, donc on avait besoin de Zookeeper, et puis ça va revenir. Et puis une indexation opportuniste des données, c'est-à-dire qu'au moment où la personne se connecte, on va charger toutes ces opérations et on crée un index solaire temporaire. D'accord. Donc on n'a pas besoin d'indexer les 4 milliards d'opérations en permanence. On a une indexation opportuniste des données. Donc on a tout un tas de machines, en plus des region serveurs d'HBase, qui sont coordonnées par Zookeeper et qui gèrent du solaire distribué, bien avant que Solaire soit capable de faire le distribué. Et puis au-delà des opérations, bah, on a des métadonnées en fait, qu'on a rajoutées, donc vous avez la possibilité de classer vos opérations, vous avez la possibilité de pointer vos opérations, tout un tas de données qui sont stockées dans HBase, et que donc on est obligé de recharger à la volée. Alors, quand on a voulu faire ça, on s'est dit, bon, on a imaginé comment on allait mettre les données, on a fait des tests avec des données qu'on avait récupérées de l'ancien système, mais si on veut étendre ce qu'on indexe à d'autres données, notamment principalement d'autres produits bancaires qu'on avait dans la maison, il va falloir aller chercher les données là où elles sont. Et dans le monde bancaire, les données très souvent sont sur des mainframes IBM, ce qui n'est absolument pas l'environnement technique le plus sexy du monde. Si vous avez déjà fait du COBOL, vous savez de quoi je parle. Donc il a fallu, en phase 4 de notre master plan, aller s'interfacer avec tout ce qui était sur mainframe pour être capable de récupérer dans de bonnes conditions, le plus simplement possible, les données issues de notre système d'information. Donc ça nous a amené à construire des outils pour simplifier ces transferts. Alors, la façon dont on fait les transferts classiquement entre le monde mainframe et le monde Unix, c'est que on va partir de la source de données mainframe, ça peut être soit des fichiers séquentiels, soit des fichiers VESAM. On va les transférer en utilisant très souvent FTP, parce qu'il y a d'autres outils mais qui vont pas au-delà de 2 gigas. Donc quand vous avez plus de 2 gigas, il faut passer par FTP. Donc on fait une conversion de VESAM en séquentiel, parce que FTP ne sait transférer que des fichiers séquentiels, et on transfère les fichiers séquentiels vers une machine Unix en faisant des conversions au BCDIC ASCII ou au BCDIC ISO 88591 à la volée. Donc ça c'est très bien, on se dit ouais finalement ça fait 2 étapes, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut automatiser tout ça. Et quand vous avez un système d'information bancaire sur lequel vous avez 1000, 2000, 3000 sources de données à transférer, ça fait tout de suite de l'automatisation qui est assez compliquée et des plans de production qui deviennent difficiles à suivre. Donc on avait volonté de simplifier grandement ces transferts-là. Donc on a créé 2 outils. On a créé ce qu'on a appelé un serveur de staging, qui est en gros une web app qui parle à Hadoop, parle à HDFS d'un côté et qui comprend le HTTP de l'autre. Donc on peut lui pousser des fichiers avec un post HTTP tout bête. Et ces fichiers arrivent dans une zone temporaire, une zone de staging temporaire sur le cluster HDFS, et après vous pouvez les déplacer à l'endroit final. Staging
in vers une cellule Hadoop, et puis staging out, c'est-à-dire qu'on peut aussi, avec ce même serveur de staging, déplacer des fichiers dans un répertoire qui est dans une zone de staging sortante, et puis les fichiers que vous mettez là ont automatiquement une URL et vous pouvez les récupérer. Donc ça c'était la partie serveur en façade de la cellule Hadoop, et on a mis en face un outil qui s'appelle FileUtil, qui est capable d'aller lire toutes les sources de données qu'on avait dans la maison. Donc des VSAM, des fichiers séquentiels sur le mainframe, de la S400, enfin tout un tas de choses préhistoriques. Et puis on a pris la décision délibérée de ne pas faire de conversion EBCDIC vers quoi que ce soit d'autre. Enfin, pas lors du transfert. On le fait lors de la lecture des données, mais on ne le fait pas lors du transfert. Alors, pourquoi on ne le fait pas lors du transfert? Parce qu'on s'est rendu compte sur quelques exemples que, avec la meilleure volonté du monde, il y avait des données qui nous échappaient et qui n'étaient pas forcément dans le format qu'on attendait. Pourquoi? Parce qu'on a des logiciels qui génèrent des données, et le vendeur de l'éditeur du logiciel vous dit oui, c'est de l'ASCII, pas de problème. Vous lisez 30 millions d'enregistrements, et puis sur les 30 millions d'enregistrements, vous en avez 10 000 sur lesquels il y a des accents. Là, vous dites, là, il y a un problème. Donc on a dit, on ne fait pas de conversion. Comme ça, plutôt que de refaire des jobs sur le mainframe pour refaire les transferts avec la nouvelle conversion qui va bien, et ben on sera autonome côté Hadoop, et puis on pourra relire les données en changeant éventuellement 2-3 trucs. Et ça nous embêtera beaucoup moins. En plus de ces outils de transfert, on a fait des bibliothèques de lecture des données, donc notamment interprétation des données qui sont conformes à des copies COBOL côté Hadoop. Donc ce projet-là est passé en production en décembre 2011, donc ça met longtemps. On a mené d'autres en parallèle. Et on en a profité à ce moment-là pour passer en production, quelques mois avant, parce que c'était en avril 2011, une cellule beaucoup plus grosse que la précédente, qui était constituée de 76 machines. Donc là, c'était plus des Dell 1950, mais c'était des HP DL 165G7, avec 16 cœurs, 8 Tera de disque et 24 Go de RAM chacune. Donc on en a dédié certaines à l'application de recherche sur les comptes, avec 8 machines qui étaient dédiées à des region serveurs HBase, et puis 8 nœuds qui indexaient les données solaires. Enfin, ça c'était le plan initial. Au final on a 6 nœuds HBase et on a 4 indexeurs, parce que nos indexeurs finalement marchent bien, on avait besoin de beaucoup moins. Et on a déployé cette cellule sur 4 racks dans nos 2 data centers rennais, avec une interconnexion sans sursouscription réseau. Donc on a de chaque rack vers le cœur de réseau 20 gigabits qui remontent, si bien que n'importe quel nœud peut parler à n'importe quel autre nœud à 1 gigabit. On n'a pas de capacité. Enfin, on ne peut pas, en situation nominale, surcharger le réseau plus que sa capacité. On en a profité pour remplacer la cellule de test par des machines qui étaient similaires à celles de production. On est passé de 10 Tera dispo à 40 Tera dispo. Donc ça c'était les machines quand on s'est arrivé. Il n'y en a que 32. Hein. Et ça c'est un rack. Donc on voit il y a 19 machines par rack. On les a depuis complétées. Hein. Donc on a 4 racks comme ça. 2 dans chaque salle. Alors, conjointement à ce projet de recherche sur les libellés de compte, on a mis au point, on a réécrit un système de monitoring. Alors pour plusieurs raisons. La première c'était parce qu'on n'était pas satisfait de tous les systèmes de monitoring qui existaient. Parce qu'ils étaient généralement graph-centric et pas data-centric. Hein. Donc ils étaient vraiment quasiment tous focalisés sur la production de graphiques. Et nous, vu les métriques qu'on voulait collecter et montrer, on n'avait pas capacité à produire autant de graphiques que ça. Donc on a un peu fait le tour des popotes et on n'a rien trouvé qui nous satisfaisait. Le seul qui aujourd'hui est similaire, c'est OpenTSDB. En gros, Benoît Sigour a sorti OpenTSDB alors que nous on avait déjà bien avancé sur notre système. Donc on a écrit un système de monitoring qui allait nous servir notamment à prendre une photo cohérente de nos 76 machines du cluster Hadoop. Parce que c'est bien joli de se dire qu'on va utiliser Nagios, mais le temps que Nagios a poler 76 machines, l'état de la dernière qu'il a polée, elle est 20 minutes plus tard que la première. Parce que nos systèmes Nagios doivent avoir 14 000 checks, 15 000 checks à faire. C'était un peu compliqué. Donc on a inventé un système de monitoring qui collecte des données, qui les stocke dans Hadoop,
Et puis on a outillé tout ça pour avoir des bibliothèques de manipulation de ces métriques. Alors notre système s'appelle Artimon, pour Arca Real-Time Information Monitoring. Et son apport principal, c'est un format universel de métriques qui nous permet de manipuler en même temps des métriques à portée métier et des métriques à portée technique. Donc on peut aussi bien avoir le nombre de billets de banque qui est dans un distributeur, qui reste dans un distributeur, que la vitesse des ventilateurs ou la température d'un CPU. Pour nous, c'est absolument pas différent, ce sont des métriques Artimon standard. Donc une métrique, elle a un timestamp auquel elle est collectée, elle a un nom, elle a un ensemble de labels valorisés, et puis elle a une valeur qui est d'un type parmi quatre, longue, double, booléen, chaîne de caractères. Et avec ça, normalement, enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de limitation. Alors comment ça marche? On crée une classe qui s'appelle Monitoring Context. C'est principalement en Java, mais on va voir qu'on a des moyens de générer des métriques depuis autre chose. Ce Monitoring Context, il va avoir un point d'entrée Swift qui va écouter sur un port aléatoire, et ce port aléatoire, il est enregistré dans Zookeeper. C'est réappuyé sur Zookeeper. Dans le code, après, on ne fait que mettre à jour les valeurs, c'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, là j'ai un compteur et j'ajoute un à mon compteur. Le compteur, c'est une variable qui a ces labels-là associés. D'accord. Et puis on a une instance de Flume sur chacune de nos machines. Donc on a 1200 instances de Flume qui tournent sur nos data centers et qui collectent toutes les minutes tous les endpoints Swift qui sont locaux à la machine sur laquelle tourne Flume. D'accord. Donc Flume va regarder dans Zookeeper, dit quelles sont les machines, enfin, quels sont les endpoints Swift qui sont locaux à la machine sur laquelle je me trouve. Il récupère les ports sur lesquels il écoute ces endpoints Swift et il va interroger toutes les minutes tous ces endpoints pour récupérer les métriques qui remontent après par Kafka sur un système de collecte qui va d'une part les mettre dans HDFS et d'autre part les stocker en mémoire. Alors on a 4 historiques en mémoire. On a un historique d'1 heure avec une granularité d'1 minute, un historique de 4 heures avec une granularité de 5 minutes, un de 24 heures avec une granularité de 15 minutes et un de 72 heures avec une granularité de 60 minutes. Donc on collecte toutes ces métriques de façon automatique, bien que si quelqu'un rajoute des métriques métiers sur une application, automatiquement elles rentrent dans le système de collecte et elles les retrouveront dans HDFS. Donc le monitoring context, c'est du Java. On a aussi possibilité de collecter des métriques qui sont écrites dans des fichiers qui résident dans var run artimon sur les machines. Donc en gros, Flume va épauler var run artimon toutes les minutes pour voir s'il y a des fichiers qui se terminent en point artimon qui existent. S'ils existent, il va lire les métriques qui sont écrites comme le format que je vous ai montré tout à l'heure, et il va les faire rentrer dans le système de collecte de la même façon que les autres. Pour manipuler ces métriques, on a écrit une bibliothèque en Groovy, une bibliothèque qui va travailler sur des classes d'équivalence de métriques. Alors les classes d'équivalence, elles sont faites sur les labels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une métrique qui est labellisée par un ensemble de labels, on va soit pouvoir la manipuler seule, donc manipuler un historique temporel de cette métrique-là toute seule, soit faire des opérations sur des classes d'équivalence sur certaines valeurs de labels, enfin sur certains noms de labels. On a des labels types sur nos métriques qui sont le data center, le rack et l'U dans lesquels se trouve une machine. Donc comme on collecte par exemple toutes les températures des machines, on va être capable de calculer la température moyenne par rack en une ligne avec notre bibliothèque. Donc on récupère toutes les métriques de température et on dit maintenant tu me recalcules la température par rack et tu me produis une valeur par rack ou un historique de valeur par rack. Donc ça c'est plutôt pas mal. À partir de ces manipulations, on va pouvoir quand même générer des graphiques. On le fait avec Google Charts API. Donc en fait, on a finalement très peu de graphes qui sont matérialisés, puisqu'ils sont matérialisés que quand on va les voir. Et puis on peut faire de l'analyse post-mortem avec une extraction PIG des métriques et la reproduction d'un VHMS, donc d'un var history memstore, c'est-à-dire d'un historique en mémoire, ne contenant que les données qu'on a extraites. Donc d'un point de vue production, si on a un incident sur un système, on se focalise sur la remise en route du système, et puis après on va voir, on prend 5 heures de métriques avant, et on dit qu'est-ce qui s'est passé 5 heures avant sur toutes les métriques du rack ou bien de la chaîne complète de l'application, qu'est-ce qu'il y avait sur la base de données, sur le middleware message, sur le serveur d'application, etc., etc. Donc ça aujourd'hui, ça nous remplit une bonne partie de notre cellule HDFS, puisque sur 2012, on a déjà collecté 131 Tera de métriques, qui avec une réplication 3 fait quand même 390 Tera. Donc on collecte toutes les minutes 2 millions de métriques sur 1200 machines. On a quasiment 3 milliards de métriques par jour qui sont collectées sur nos infrastructures.
banque, donc on aime bien les petits cochons. Notamment celui-là. Et donc on a beaucoup investi autour de Pig. Alors on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, pendant longtemps. Mais la volonté qu'on avait, c'était d'avoir un outil qui fonctionnait en mode data flow et qui n'était pas un dialecte de SQL. Pourquoi? Parce que les gens qui font du SQL, généralement, ça se pense qu'ils sont tous très forts. Et dès que vous leur posez des questions un peu compliquées, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas vrai. Donc, pour la petite histoire, je donne un cours qui s'appelle Web Scale Computing and Big Data. Et dans le cadre de ce cours-là, j'ai un TP de Pig. Et le TP de Pig, il est relativement simple. Il ne fait que manipuler des données qui sont les données de recherche web. Et donc, la première question que je pose, c'est s'il y a des gens qui sont forts en SQL. Il y a toujours des étudiants qui me disent « Ouais, je suis super fort ». Je leur propose de dire « Le TP, vous allez le faire en SQL plutôt qu'en Pig ». On verra, on compare ça. Donc, il y a 10 questions dans le TP. Pour l'instant, j'en ai pas un qui est arrivé au-delà de la question 3 en SQL. Parce qu'à la question 3, il faut déjà faire de l'extraction de l'Excel dans une recherche textuelle. Et bon, là, généralement, ils ont un peu de mal. Donc, SQL, on peut faire plein de choses. Il y a des gens qui, effectivement, arrivent à faire plein de choses. Mais les gens qui écrivent les requêtes pour faire toutes ces choses-là, généralement, sont les seuls à la relire, sont les seuls à la comprendre. Donc, on ne voulait pas tomber dans ce travers-là. Parce qu'on l'a déjà vécu. On avait des requêtes SQL qui étaient longues comme le bras et que personne ne comprenait. Il y a très peu de gens qui savent qu'on peut commenter le SQL. Et les gens qui savent qu'on peut le commenter ne le commentent pas. Mais... Donc voilà, donc on voulait avoir un petit data flow qui n'avait pas ces travers-là. Et donc on a choisi Pig. Un des autres critères, c'était qu'on considère, alors on nous prend quelquefois pour des fous, mais on continue à le penser, que Pig est appréhendable par les métiers. Pourquoi? Parce qu'on a des métiers qui aujourd'hui font du SaaS. Et quand on a fait du SaaS, faire du Pig, finalement, c'est un soulagement. En termes de syntaxe, hein. C'est vraiment un soulagement. En termes de portefeuille aussi, c'est un soulagement. L'autre avantage de Pig, c'est qu'il y a de nombreuses possibilités d'extension. Donc on peut faire des UDF, principalement en Java, mais on verra après que nous, on est allé un peu plus loin. Et puis, on a une certaine souplesse dans la mise à disposition des données, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, comme dans Hive, d'avoir un serveur de métadonnées avec une déclaration de table, etc. Enfin, même si on peut le faire un peu plus simplement. On a quelque chose qui est beaucoup plus flexible. Et puis, dans notre cas, on voulait ordonnancer tout ça, non pas avec Uzi, mais depuis le mainframe, en utilisant IBM TWS, donc Tivoli Workload Scheduler, ou OPC. Donc, ils sont des gestionnaires de plans de production qu'on a l'habitude de gérer dans la maison, donc on avait envie de s'insérer dans cette logique-là. Donc les jobs qui sont ordonnancés de façon automatique chez nous sur Hadoop sont lancés depuis un mainframe IBM. Alors, on a aussi réfléchi sur le format des données. Et on a convergé vers quelque chose de relativement simple, qui est que quasiment toutes les données, je dis bien quasiment parce qu'on a toujours des CSV qui traînent à droite et à gauche, mais quasiment toutes les données qu'on a chez nous sur nos cellules Hadoop sont des sequence files avec des clés et des valeurs qui sont des bytes writable. Donc on n'a pas de clés valeurs autres que bytes writable sur les données qui sont en tout cas supportées par le centre d'expertise Hadoop qu'on a construit. Comme on utilise Pig pour charger les données, on a construit un loader, enfin une load function dans Pig qui permet de lire ces sequence files qui ont des bytes writable en clé et en valeur. Donc ça c'est relativement simple, vous allez récupérer un tableau d'octet. Et on a dans cette fonction-là un paramètre qui est la définition d'une helper class qui permet d'interpréter les données qu'on lit. Donc en gros, on lit des blocs et en fonction de la helper class que vous allez appeler, vous allez interpréter ces blocs différemment. Donc on a des helper classes pour des données qui sont conformes à des copies COBOL, issues du mainframe, pour des données Swift, sur lesquelles on est capable de produire des relations en Pig qui contiennent le nom des champs qu'il y a dans les structures Swift, pour des dumps issus de DB2, que ce soit mainframe ou Unix, pour des dumps JDBC d'à peu près tout et n'importe quoi, pour le système de paramétrage qui nous est propre, et pour des traces réseau backup qui ont été faites, qui vont
éventuellement par les coûts de réseau. Donc on a un outil qui permet de faire en gros un TCP/IP que tu peux balancer directement dans HDFS et après on peut lire tout ça dans Pig. Donc l'outil FileUtil que j'ai évoqué tout à l'heure permet d'extraire ces données et de les transformer en sequence file avec des byte writable comme clé et comme valeur. Une fois qu'on avait fait le choix Pig et construit les modules qui allaient autour, on a entrepris de former des gens. Donc on a formé une cinquantaine de personnes à Pig. On a des gens qui ont passé, 50 personnes qui ont passé une demi-journée en formation. Donc on les a formés par un groupe de 8 dans un gros TP. Et puis ils peuvent continuer leur formation tout seuls puisqu'on a une petite dizaine de code labs qui sont décrits sur le wiki, donc des choses qui prennent à peu près 1 heure de temps ou un peu moins, et qui leur permettent d'appréhender l'utilisation de Pig pour des périmètres spécifiques, que ce soit des données issues de COBOL, des données issues de DB2, des données issues de MySQL, des données Script, etc., etc. Et tous ces efforts-là ont commencé à porter leurs fruits, puisque aujourd'hui on a quand même 2 projets majeurs dans la maison. Donc là, ce sont vraiment des projets qui sont en prod et qui sont du métier bancaire pur, qui utilisent Pig et toute la suite d'outils que je viens de décrire. Ces 2 projets sont d'une part le reporting opérationnel pour un client bancaire, puisqu'on a une stratégie B2B où on vend du système d'information bancaire. Donc on a une partie reporting opérationnel pour ce client-là qui est réalisé en Pig entièrement. Et tout ce qui est lutte anti-blanchiment, qui là aussi est réalisé en Pig. Donc la lutte anti-blanchiment, en gros, on prend l'ensemble des mouvements sur 6 mois glissants et on regarde les montants, on regarde les seuils, on regarde qui a donné de l'argent à qui, est-ce que c'est des comptes externes, des comptes internes, etc. Et on sort un certain nombre d'adresses. Donc l'intérêt d'utiliser Hadoop pour ce genre de choses, c'est que potentiellement on va pouvoir adresser 6 mois d'historique sur des clients bancaires qui ont énormément d'opérations sans avoir pour autant à changer le mode opératoire. Donc, on a poussé très loin, je disais tout à l'heure, l'utilisation de Pig. On a rajouté dans Pig le support d'UDF en Groovy. Donc ça, pourquoi Groovy? Parce qu'on l'avait déjà embrassé pour l'aspect traitement des métriques, et donc pour notre projet Artimon, et qu'on a trouvé que les temps de développement étaient relativement rapides. Donc c'était intéressant de capitaliser là-dessus. Et puis dans Pig, il n'y avait pas de support de Groovy, donc c'était intéressant de rajouter le support de Groovy. Donc on l'a fait pour nous. Et puis récemment, cet été, je l'ai contribué à Pig. Donc dans Pig 0.11, il y a du support de Groovy pour des UDF, et il y a du support de Groovy au même niveau que JavaScript, Python et Ruby. On verra ça en Pig 0.11 si vous faites du Pig, ce que j'espère. Alors, phase 8. Notre cellule elle commence à devenir un peu petite, 76 machines c'est bien, mais quand on les remplit, à la vitesse à laquelle on les remplit, il en faut un peu plus. Donc on a fait croître la cellule. Aujourd'hui on a 112 machines dans la cellule. Donc les racks que je vous montrais tout à l'heure, où il y avait encore des slots disponibles, maintenant il n'y a plus de slots disponibles, ils sont pleins. Donc on a 4 racks de 28 machines, qui sont répartis de la façon suivante. On a 108 data nodes. Donc on a 4 machines qui sont Job Tracker, NameNode, Secondary NameNode et puis les serveurs de staging qui elles ne font pas office de data node. Donc on a 108 data nodes, ce qui représente 812 Tera de disque, de capacité en ligne. Et on a 88 Task Tracker, ce qui représente 1232 slots map et Redux. Donc on a 12 slots map et 2 slots Redux par nœud. Comme on a 16 cœurs, on n'a pas de sursouscription au niveau des cœurs. Donc ces cœurs-là, aujourd'hui, on les a mis au travail pour un projet qui est un projet de calcul de ratio de solvabilité. Donc le monde de l'assurance est un monde à peu près aussi réglementé que le monde de la banque. Et donc il y a un pendant de réglementation qui s'appelle PAL2 dans la banque, qui s'appelle Solvabilité 2 dans l'assurance, qui nous oblige à calculer des ratios de solvabilité pour éventuellement provisionner de l'argent pour savoir si oui ou non on est capable de rembourser nos clients s'ils décident de mettre fin à leur contrat. Donc ça nécessite de faire des calculs. C'est des calculs qui étaient faits sur des progiciels. Donc le cycle de travail est le suivant. Des actuaires réfléchissent au modèle qu'ils veulent mettre en œuvre. Ils extraient des modèle points sur lesquels ils vont calculer ce modèle-là
donc ils extraient les modèles qui sont généralement une sous-partie ou en tout cas un agrégat de notre base client. Et ils font tourner leur modèle sur cet ensemble de modèles point. Donc ça aujourd'hui c'est des cycles qui sont assez longs pour eux, puisque entre le moment où ils lancent, en tout cas s'ils veulent faire le calcul sur l'intégralité des clients, entre le moment où ils lancent la simulation et le moment où ils ont le résultat, il s'écoule aujourd'hui 48 heures. En tout cas sur leur logiciel, il s'écoule 48 heures. Ce qui veut dire que si vous voulez faire du tuning sur le modèle, vous faites le tuning sur le modèle, vous lancez une simulation et 48 heures plus tard, vous allez avoir le résultat. Si vous faites une simulation que vous lancez le lundi midi, vous allez avoir le résultat au mieux le mercredi midi si ça ne s'est pas planté, ce qui veut dire que vous ne pouvez même pas en faire deux dans la semaine. Donc on a traduit leur modèle, enfin on a porté leur modèle sur une approche MapReduce pure, et aujourd'hui entre le moment où ils lancent la simulation sur l'intégralité des modèles point et le moment où ils ont le résultat, il s'écoule 15 minutes. Donc autant dire que ça leur change la vie. Ça leur change la vie. Ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Donc on a à peu près divisé par 200, enfin par 192 les temps de calcul. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a des utilisations d'Hadoop qui sont très variées, hein, puisqu'elles vont de choses qui sont très IT à des choses métiers, et sur le métier elles vont de l'analyse de données au stockage de données métiers, comme dans le cas de la recherche full text sur les libellés, à de l'analyse de données dans le cas de la lutte anti-blanchiment ou des calculs, du reporting opérationnel, jusqu'à des choses qui ne manipulent quasiment pas de données, puisque là on fait uniquement du calcul. Donc on a une cellule qui est utilisée pour des usages qui sont vraiment très très variés. Donc le bilan de tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, notre démarche, ça a été de dire, on ne veut pas d'Hadoop en silo. Donc on n'avait pas envie de se retrouver au bout de quelques années avec un cluster Hadoop pour le marketing, un cluster Hadoop pour la lutte anti-blanchiment, un cluster Hadoop pour les calculs de ratio de solvabilité. Non, nous, on voulait avoir un cluster Hadoop de production, transverse à l'entreprise, plus gros que n'aurait été n'importe lequel des clusters qu'il y aurait pu y avoir dans les silos que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais l'intérêt, c'était de dire, on pressent que tous ces métiers-là, hormis contraintes réglementaires qui ne nous autoriseraient pas à le faire, vont avoir volonté de croiser des données. Et donc, plutôt que de mettre à disposition n fois les données, donc je disais tout à l'heure qu'on a potentiellement 2000, 3000, 4000 sources de données à mettre à disposition, plutôt que de mettre à disposition n fois les données dans les différents silos, là ce qu'on fait c'est qu'on le met une fois à disposition. Donc en termes de capacité à capitaliser sur ce qui a déjà été fait, on est, en tout cas nous on estime qu'on est en situation optimale. Parce que on a une approche opportuniste de mise à disposition des données dans Hadoop. Donc vous avez un projet qui arrive et qui dit moi j'ai besoin de la donnée A, B et C, on regarde, A elle y est déjà, il reste B et C, on met B et C. Si demain il y a un projet qui dit moi j'ai besoin d'A, B, C, D, on n'a plus que D à mettre à disposition. Les autres elles y sont déjà, c'est automatisé, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure que la donnée vit, les données mensuelles, les données quotidiennes, etc. Mais en tout cas on constate que ça nous a bien servi d'avoir ce positionnement transverse, puisque les nouveaux projets qui arrivent finalement ont un time to market qui est relativement réduit. Autre bilan, c'est l'importance de l'outillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans le monde bancaire, si on prend Hadoop, Hadoop par défaut, il ne sait pas parler à un mainframe. Et même IBM ne sait pas le faire. C'est bien. Donc l'importance de l'outillage qu'on a pu mettre autour d'Hadoop, il est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des temps de mise à disposition des données sur Hadoop qui sont excessivement courts. C'est-à-dire qu'entre le moment où on décide de prendre un fichier VSAM qui est sur mainframe et on le met dans Hadoop, il va s'écouler juste le temps d'exécution du job. D'accord ? Et ce job-là, c'est une opération, c'est un seul step. On n'a pas N opérations, c'est-à-dire le transfert d'un VSAM, enfin la transformation d'un VSAM en séquentiel, le FTP sur une machine cible, et puis le transfert de la machine cible vers la machine de destination, depuis laquelle on va pouvoir faire un Hadoop fs-put au bon endroit. On a vraiment quelque chose qui est sans couture entre la source de données préhistorique qui est le mainframe
et l'exploitation un peu plus récente qui est Cluster Hadoop. Donc ça, l'outillage, il est fondamental pour l'efficacité opérationnelle. Et puis sur la forme des données, même chose. Je pense que c'est important, ça a été important de réfléchir à comment on allait structurer les données et la décision qu'on a prise de n'avoir que des sequence files avec des bytes writable. Finalement, on est assez content parce qu'on ne perd pas de temps à se dire cette donnée-là, sous quelle forme elle est, quoi. Non. La donnée, c'est un blob, et ce blob-là, en fonction de la nomenclature des données, et là on n'a pas été très inventif, on a repris exactement celle qui était sur le mainframe, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient sur le mainframe avant, quand ils arrivent côté Hadoop, ils retrouvent leur petit. Ils ont des noms de fichiers longs comme ça, avec 3 ou 4 composants, ils les retrouvent in extenso côté Hadoop. Donc on n'a pas réinventé la roue, on leur a juste mis à disposition des outils qui leur permettaient d'interpréter les données comme ils pensaient qu'elles devaient être interprétées. Troisième conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas céder à certaines sirènes. Pourquoi? Parce que, alors nous on a commencé très tôt, donc on n'est pas trop embêté encore, mais on a beaucoup de gens sinon qui viennent nous voir, on a des intégrateurs, on est les rois d'Hadoop, on peut tout faire. Regardez comment on va faire. Et en fait, on se rend compte que si on les suivait, on aurait autant de systèmes Hadoop que d'intégrateurs. Il n'y en a pas deux qui ont la même approche. Prenez Informatica, Talend, IBM, ils ont tous leur approche, mais ils n'ont pas une approche unifiée. Donc si on commence à les écouter, à dire ah bah ouais, c'est pas bête, votre truc il est super, on va lâcher un peu de l'est à gauche, et puis demain vous allez avoir quelqu'un qui va arriver avec un autre outil, et il faudra faire exactement la même chose, différemment, à côté. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la capitalisation, on ne l'aurait pas. Donc il faut résister à ces tentations-là. Il faut résister parce que ça peut déstabiliser le positionnement d'Hadoop dans l'entreprise. Et ça peut le phagocyter. Ça peut vraiment le phagocyter par cible. Donc il faut être très ferme sur l'aspect stockage, manipulation de données. Et notamment, il faut essayer, autant que faire se peut, alors c'est pas toujours facile, mais il faut tout de même essayer. Dans le cas des gens qui font du décisionnel, par exemple, et qui ont l'habitude de visualiser les données d'une certaine façon, aujourd'hui, ils ont eux été phagocytés par des éditeurs qui leur proposent des solutions qui vont du stockage jusqu'à la visualisation. Et ce qui est hyper important de faire dans le cas d'un positionnement transverse Hadoop, c'est de dire le stockage, l'analyse, c'est Hadoop. En sortie d'Hadoop, on va vous mettre un fichier CSV, et c'est ça que vous devez lire. Et étonnamment, c'est pas facile. Parce que vous prenez Tableau, vous prenez ClickView, ils sont très forts pour aller lire une base Oracle, ils sont très forts pour aller lire une base SQL Server, et vous leur dites, là j'ai un CSV qui est accessible par une URL, est-ce que vous savez le lire? Ben, ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Donc il faut un peu les malmener. Il faut un peu leur dire, ben, votre outil est peut-être très joli, mais il ne s'intègre pas comme il faut dans le système de gestion de données qu'on a pu penser. Voilà, donc aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui sont en production, et on a tout un tas de projets dans le pipeline, de gens qui étaient en attente que d'autres essuient un peu les plâtres à leur place. Donc ça s'est bien passé, pourquoi? Parce que nous on a construit un centre d'expertise avec des gens qui sont capables d'accompagner les projets qui ont envie de se lancer, donc des gens qui ont une bonne maîtrise de PI, qui connaissent bien l'endroit où sont les données sur la cellule Hadoop, etc. Donc on a accompagné les premiers projets, et aujourd'hui ça commence à porter ses fruits parce que les nouveaux projets disent ah ouais, j'ai vu que le projet machin là, ça avait bien marché, finalement le bilan budgétaire est pas mal, en termes de perf ils sont bons, il n'y a pas de grillage à avancer sur la technologie, donc est-ce que vous pourriez nous aider à avancer de la même façon? Donc on a quelques projets dans le pipe qui va sans doute nous obliger à augmenter la taille du centre d'expertise, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des besoins en termes de sécurité? Par exemple, alors, ce qui est gestion de groupe, user est-ce que c'est suffisant? Alors, il y a une problématique, ça c'est une problématique qui est très intéressante, c'est que tout le monde vous dit ouais, il faut faire du Kerberos, il faut faire du Kerberos, il faut faire du Kerberos. Ok, c'est très bien. Comment vous automatisez des jobs avec Kerberos? La façon dont vous allez automatiser des jobs avec Kerberos, généralement, c'est que vous allez avoir une consigne dans laquelle ça va dire si ça fait une erreur, il faut rentrer ce mot de passe là. Ça expire un ticket Kerberos. Alors nous on a des jobs qui tournent en plein milieu de la nuit avec des équipes de pilotage qui sont à distance. Donc on a beaucoup de mal à le faire avec Kerberos. Donc nous on est parti sur une logique qui est
que les cellules Hadoop ne sont pas accessibles directement depuis n'importe quelle machine, elles sont accessibles uniquement au travers de machines Bastion. Donc ces machines Bastion, on s'y connecte par SSH avec une clé, tout ce que vous faites dessus est absolument logué, et on contrôle que vous ne changez pas les jars d'Hadoop, parce que sinon c'est un peu facile de devenir quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc on est resté sur un mécanisme de groupe relativement standard. On réfléchit aujourd'hui à faire un système de token qui serait non pas Kerberos, mais qui serait basé sur les clés SSH. On n'y est pas encore. En fait, le problème de la sécurité telle qu'elle a été mise autour de Kerberos, c'est que ça n'a pas été fait de façon modulaire. C'est que ça n'a pas été fait en disant ah ben voilà, si vous avez un système qui a des tokens, avec des jetons de délégation de ce type-là, alors on peut plugger la sécurité dans la. Donc ça a été fait avec Kerberos en tête. Donc aujourd'hui, ce serait assez titanesque que de réécrire. Et pour reprendre les sirènes que j'évoquais tout à l'heure, si vous demandez à Talend, Datamir ou autres comment ils font avec de la sécurité, généralement ils vont être très évasifs sur la chose. Parce que dans leur monde à eux, une cellule Hadoop elle est accessible depuis n'importe quel poste. C'est-à-dire que le gars qui veut faire une requête, il a accès au job tracker, il a accès à la namenode, il peut tout faire. C'est pas comme ça que nous on l'a vu. Je vais revenir sur un moment tu avais cité une web app qui permettait de publier des fichiers et qui était versé sur le cluster HDFS qui a publié. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement utilisé des intégrations comme Scoop qui manger du fichier et puis le directement alors Scoop il sait manger du fichier qui est dans une base relationnelle, il ne sait pas travailler sur un mainframe. Non, mais donc pourquoi la web app en fait? Alors pourquoi la web app? Parce que c'était le chemin le plus court entre le mainframe et la cellule Hadoop. Ok, d'accord. Voilà, c'est que notre job d'extraction des données qui sont dans les fichiers VSAM, il tourne sur mainframe. D'accord. Donc c'est du Java, mais il tourne sur mainframe. Ouais. Et il parle directement à notre web app qui est de l'autre côté, donc qui est côté Unix, en frontal du cluster Hadoop. Et le plus simple, ça a été de faire de l'HTTP. Ok, donc elle fait vraiment l'intégration avec le mainframe. Elle fait l'intégration avec à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle est dans un mode streaming, donc si on commence à lui balancer du contenu, on peut lui balancer un contenu qui va faire 10 Tera, elle va prendre le contenu de 10 Tera, puisque de toute façon elle le stream sur HDFS derrière. Elle ne fait que ça. D'accord. Elle le met à un endroit temporaire, et une fois qu'elle a terminé, elle renvoie l'endroit temporaire. Donc cet endroit temporaire, il est renvoyé sur la sortie standard de la réponse HTTP, et c'est repris par le job de transfert. Passer à un step supplémentaire qui fait le déplacement, donc qui fait un SSH sur la cellule Bastion, enfin sur la machine Bastion, et qui dit je déplace ce truc-là de son emplacement temporaire à l'emplacement définitif. Comme on a un contrôle par clé, on sait que c'est l'ordonnanceur. Là normalement on n'a pas de mauvaise surprise. La distrib et les mises à jour. Alors aujourd'hui on a une distrib Cloudera, on est en CDH 3 U0, on n'a pas fait de mise à jour. On n'a pas eu besoin de mise à jour, enfin, if it ain't broke, don't fix it. Mais c'est pour ça qu'on a deux cellules. On a une cellule plus petite sur laquelle on peut se faire la main sur les mises à jour. Mais aujourd'hui, passer en une version plus récente de CDH 3, les seules choses qu'ils ont corrigées, c'est quoi? C'est du Kerberos. Je pense pas. Donc pour ça, on n'est pas trop embêté. Je pense que la prochaine étape, ce sera de faire du YARN. Mais on n'y est pas encore. À écouter la présentation, on a l'impression que du début jusqu'à la fin du projet, tout s'est parti bien passé. Concrètement, vous avez rencontré des problèmes. Oui, enfin, rétrospectivement, on peut faire croire que ça s'est bien passé, oui. Des problèmes, des états d'âme, on va dire, plus que des problèmes. En fait, il y a beaucoup de réflexions sur le fait de dire on va faire du pig, on va le faire comme ça par exemple. Ça semble évident rétrospectivement parce que ça marche bien. Mais au moment où on le fait, on n'est pas forcément sûr de notre choix, quoi, parce qu'on ne voit pas forcément toutes les implications. On a un groupe de 9000 personnes, on a quasiment 500 personnes dans l'informatique, on a tout un tas de métiers différents, tout un tas de sources de données différents, avec des besoins qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc quand on fait un choix structurant comme de dire on n'aura que des sequence files avec des bytes writable et on fera du pig pour les lire, potentiellement il y a des choses qu'on n'a pas vues, quoi. Donc il y a des copies COBOL on doit avoir 80 000 copies COBOL, donc 80 000 descriptions de formats différents. On ne les a pas toutes testées au moment où on a
mis en place notre système. Donc on s'était attaché à celle qui était le plus utilisée. Il s'avère qu'il y en a certaines autres qui sont apparues comme étant un peu plus compliquées à interpréter que d'autres. Donc il a fallu trouver des mappings dans PIC pour ces copies-là. Notamment il y avait des occurs, il y avait des redefines dans tous les sens. Donc comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on les met à disposition. Donc ça c'est quelques problèmes de ce type-là. On a eu des soucis sur le transfert de données parce que on avait donc l'outil qu'on a mis en point, il était très bien, il utilise HTTP, donc ça c'est super, sauf que quand on commence à faire du JDBC, ben, il y a des tables sur lesquelles ça se passe très très bien, puis il y a des tables qui sont très très grosses, sur lesquelles on commence à faire la requête, et qu'elle se bloque pendant 10 minutes. Et puis ben, le serveur il dit bah, tu n'es pas venu depuis 10 minutes, salut. Et donc les traitements, enfin les données n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des choses sur le nommage des fichiers, c'est pareil. Sur le nommage des fichiers, on a repris le nommage qui était sur le mainframe. Or, le nommage qui était sur le mainframe, il était en retard par rapport aux normes de nommage actuelles. C'est-à-dire qu'on avait des fichiers qui étaient nommés sur le mainframe avec les vieux noms parce que c'était des vieilles applis, et elles auraient dû migrer vers le nouveau nom. Donc, les gens qui étaient garants du nommage des données ont dit bah non, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut les nommer. Alors que nous, on a dit bah oui, mais aujourd'hui elles sont nommées comme ça. Donc, soit on prend sur nous l'effort de renommer les données avec le nouveau nom qu'elles auraient dû avoir, et dans Hadoop on aura le bon nom au regard des normes qui sont en vigueur, mais personne ne retrouvera rien parce que vu que c'est pas utilisé de l'autre côté, ben, il faudrait qu'on mette des tables de correspondance. Enfin, tout un tas de choses comme ça, quoi, des petits détails. On n'a pas eu de gros problèmes technologiques. Hein. Là, de ce point de vue-là, on a été plutôt... enfin, je pense qu'on avait été très prudent sur notre approche, donc on n'a pas eu de mauvaise surprise et on s'était de toute façon bien, on va dire, bien protégé pour ne pas en avoir. C'était plus sur de l'organisationnel, sur du process, sur des choix qui semblent anodins mais qui vont être très structurants pour beaucoup de gens parce que voilà, parce qu'ils ont l'habitude de travailler d'une certaine façon et qu'on voulait que ce soit le plus facilement possible à accepter et donc que ce soit le moins perturbant possible pour eux. Et Herbert, finalement, enfin, quand on regarde ce que tu as décrit, on peut dire que vous avez finalement commencé par la technique avant d'arriver au métier et c'est comme ça que vous avez convaincu le métier. C'était le plan B, parce que le plan A que j'évoquais tout à l'heure, qui était d'aller voir un métier et lui dire bah, venez avec nous sur Hadoop, vous allez voir, ça va être super, il n'a pas fonctionné. Ok. Il n'a pas fonctionné. Donc il fallait prouver avant de mettre en place, quoi. Il fallait, voilà, bon, mais c'est compréhensible. Hein, si on arrive en disant je vais vous changer votre base de données A par un truc vachement mieux, pourquoi? Enfin, il n'y a aucune raison de le faire. Il n'y a aucune raison de le faire. Donc aujourd'hui, les gens sont convaincus. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, finalement, le plan B, on revient dans le plan A, quoi. Parce que le plan A, après le premier projet, c'était l'état dans lequel on est là aujourd'hui. Tout à l'heure, sur Santos Machine, ça commence à être pas mal. Ouais. Sur l'administration du déploiement, l'utilisation d'outils type DevOps, qu'est-ce que vous avez Alors, sur l'administration de déploiement, rien. Pourquoi? Parce que c'est super stable. Là où on a des soucis, c'est sur des défaillances matérielles. C'est qu'on a des disques qui meurent toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, tous les mois, on va dire. Ouais. Des machines qui rebootent. Bon, après, il faut enfin, quelquefois, c'est des trucs tout bêtes. Hein. C'est des problèmes de firmware qui sont pas bons. On a eu des machines qui sont arrivées dont on a... Alors, ce qui est intéressant quand on a beaucoup de machines, c'est qu'il y a des choses statistiquement, on sait que c'est pas dû à nous, mais c'est lié aux machines. Quand on a réinstallé, quand on a fait croître la cellule de 76 à 112 machines, on a quand même eu, sur les machines qu'on nous avait livrées, on avait 30 disques qui étaient défaillants. Donc, bon, statistiquement, 30 disques, les gars, ça fait un peu beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc c'est le genre de mauvaise surprise. Hein. Bon, HP pensait que c'était effectivement sans doute une palette qui s'était cassée la figure et des disques qui avaient un peu souffert. Donc voilà, ils nous les ont changés. Mais c'est ce genre de désagrément-là. Sur l'administration, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment... le seul truc, c'est que quand vous rajoutez des machines en nombre comme ça, il faut rééquilibrer la cellule, donc il faut faire du rebalancing. Et ça prend un peu de temps, plusieurs mois, parce que si vous laissez la bande passante à un truc relativement faible, s'il faut dépasser 100, 200 terrains, ça prend un peu de temps. Vous avez eu des grosses interruptions de service ou pas? Non. Les seules interruptions de service qu'on ait eues, c'est HBase qui s'est cassé la figure parce que Zookeeper s'est cassé la gueule. Et Zookeeper s'est cassé la gueule
De notre faute. Tout bêtement parce qu'on n'avait pas changé le nombre de files descriptors et que quand on a 1200 machines, quand elles sont bien réparties, c'est bien. Mais quand d'un coup elles vont sur le même zookeeper, ils meurent. Et une fois qu'ils meurent, elles vont sur un autre zookeeper. Et le deuxième, il meurt. Et quand il est mort, elles vont sur un autre zookeeper et il est mort aussi. Et quand on n'a plus de quorum, toute la cellule se casse la gueule. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. On n'a pas eu de mauvaise surprise. Vous avez utilisé Solar seulement pour le projet de Software-Text ou vous l'avez utilisé? Non, on l'a utilisé que. Enfin, on l'a ailleurs dans la maison, hein, mais on l'a utilisé autour d'Hadoop que pour ce projet-là. Oui, de manière un petit peu générale, est-ce que le groupe Arkea aurait lancé un projet comme celui-ci en 2009 si vous n'aviez pas été là? Ou est-ce que ça répondait véritablement à une problématique qu'il fallait résoudre? J'aimerais pouvoir répondre, bien sûr. Je crains que la réponse soit effectivement non. Je pense qu'il ne l'aurait pas lancé si j'avais pas été là. La réponse est je pense qu'il ne l'aurait pas lancé si j'avais pas été là. Mais c'est toujours comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui initient les choses et après. Moi, je pense que là où je trouve qu'on a bien réussi, c'est qu'on a formé 50 personnes et qu'aujourd'hui, on n'est plus à aller courir derrière les projets pour utiliser Hadoop. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Je pense qu'on a prouvé qu'on était en phase avec les choses du moment. Ce qui me conforte aussi, c'est que si on regarde les banques à l'étranger, pas en France, hein, parce qu'en France, je pense qu'on doit être les seuls. En Europe, même, on doit être les seuls. Mais si on regarde ce qui est fait chez JP Morgan ou des gens comme ça, on est dans la même tendance. Quoi. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est des gens qui sont là, qui ont vu ce genre de choses fonctionner dans d'autres environnements et qui disent, voilà, ça marchait chez Twitter, ça marchait chez Facebook, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans une banque quoi. Et au final, en fait, sur le monde bancaire, ce qui est assez déroutant non, mais ce qui est assez satisfaisant, on va dire, pour Hadoop, c'est que ce que fait Hadoop, c'est ce que fait le mainframe. C'est de l'appareillage de fichiers. Donc c'est relativement... sauf que, alors ça, IBM ne sera pas d'accord, hein, ils sont pas là, c'est dommage, mais vous êtes d'IBM voilà. Donc c'est qu'on le fait moins cher et plus vite. En gros, on fait la même chose que ce qu'on fait sur le mainframe. Ça coûte une infime partie de ce que coûte le mainframe. Justement, est-ce que vous prévoyez de faire des choses que vous ne faites pas aujourd'hui sur le mainframe? Je sais pas, du data mining, la lutte anti-blanchiment telle qu'elle est faite là aujourd'hui sur Hadoop, on ne peut pas la faire sur mainframe. D'accord. En termes de perf, ça ne tient pas. C'est un nouveau use case. C'est pas un nouveau use case parce que c'est une évolution réglementaire qui nous pousse à le faire de cette façon-là. Donc de toute façon, on aurait été obligé de le faire. Mais la version précédente tournait sur mainframe, on n'a pas pu faire évoluer la version mainframe, donc on n'avait pas le choix. Après, sur l'évolution de l'analyse de données et notamment de croiser des données, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on en est au balbutiement. Pourquoi? Parce que là on sait qu'on a une plateforme technologique qui permet de le faire, mais là on aura un travail de conviction à faire côté métier, c'est que la plupart des métiers n'ont pas idée qu'on puisse le faire. Ouais, exactement. Donc ils ne peuvent pas avoir envie de le faire, puisqu'ils ne savent pas qu'on peut le faire. Ouais, aujourd'hui, il y a des qui font, à part ce il y a beaucoup de gens qui font du BI classique sur Hadoop, je pense que c'est pas ça, c'est pas là qu'il est fort. Quoi. Il faut faire des choses au-delà de ça. Mais faire des choses au-delà de ça, ça voudrait dire qu'on a des profils plus de ce qu'on appelle les data scientists aujourd'hui. Or, dans les entreprises, il n'y en a pas. Enfin, ça commence à venir, mais dans la majorité des entreprises, il n'y en a pas. Parce qu'on s'est focalisé sur des gens qui étaient très métiers, donc qui connaissent bien le métier, mais qui n'ont pas le panel d'outils en main, ou le panel de techniques ou d'algorithmes en main, pour être capable de dire, tiens, je vais faire une analyse complètement exotique de mes données, parce que j'ai un outil qui me permet de le faire dans un temps dessin. Est-ce que vous avez prévu de justement faire un peu comme ce que vous avez fait pour l'adoption technologique, de faire un POC métier? Alors non, on a envie de le faire, on a envie de le faire, mais on n'a pas encore identifié le périmètre sur lequel ce serait pertinent, parce que il faut essayer de voir là où on pourrait avoir le retour métier relativement rapide. Et ça aujourd'hui c'est pas forcément ça. Le cluster est réparti sur plusieurs data centers, parce que quelles sont les implications en termes de
traitement, de stockage, etc. Alors, quelles sont les contraintes que ça apporte par rapport à... Aujourd'hui, il est réparti sur 2 data centers. Les 2 data centers sont très proches l'un de l'autre, donc il n'y a pas de réelle contrainte. Pourquoi? Parce que les liens réseau qu'on a entre les deux, ils sont suffisamment courts pour que ça ne pose pas de problème. On est en train d'envisager de monter un autre cluster Hadoop sur un data center qui lui est plus un data center de repli en cas de sinistre. On n'a pas encore imaginé comment on allait le faire, mais je pense que ça se traduira par des 10 CP la nuit à des moments où on sera tranquille et on n'aura pas de charge répartie entre les deux. On n'aura pas de traitement à cheval sur les deux, ce sera vraiment 2 clusters différents. Avec les mêmes données, Avec sans doute les mêmes données brutes. Après, il y a peut-être des données qui aujourd'hui ont été calculées et stockées sur la cellule de production qui ne seront pas répliquées sur l'autre parce qu'à la limite, on peut régénérer ces données-là en passant le traitement. Donc, des données problématiques de temps réel que vous ne pouvez pas adresser avec Hadoop parce que ça change les lâches. Alors aujourd'hui, on n'en a pas réellement. Là où on pourrait en avoir, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de refonte de ce périmètre-là, c'est sur la fraude. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les moyens des... Non, on pourrait le faire du Storm ou du S4, c'est pas le problème. On pourrait le faire, mais aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel, on n'a pas vraiment eu le besoin. Alors après, sur le projet de recherche sur les libellés de compte, c'est du temps réel. Là, on tape dans HBase en temps réel, les gens font leur recherche en ligne, on leur répond en 200 millisecondes, donc... il n'y a pas de processing. Il n'y a pas de processing, c'est-à-dire il n'y a pas de... Analyse peut-être par exemple qui peut détecter les... Le blanchiment, la détection du blanchiment aujourd'hui, elle est faite sur des mouvements qui sont des mouvements comptables. Donc, de toute façon, on les a comptablement qu'à J+1, on les a pas... dans la journée, tant que ça n'a pas été compensé, c'est pas un mouvement, quoi. C'est une prévision de mouvement, c'est un mouvement à venir, mais s'il n'est pas compensé avec la contrepartie, il n'a pas eu lieu. Donc vous ne pouvez pas faire de la détection de fraude sur ce genre de choses. C'est un peu compliqué. Donc la fraude carte, éventuellement, on pourrait le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas un périmètre fonctionnel sur lequel on a décidé de faire une refonte. Donc si jamais ça devait se présenter, je vous dis, je pense qu'on irait vers des choses comme Storm ou des choses comme ça. Quels effectifs, notamment, quand vous avez aujourd'hui, et notamment à la fois au niveau, on va dire, pour tenir l'infrastructure et en développeur dessus? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait formé une 50aine de personnes à PIG. Des gens qui en font quotidiennement, ça doit être moins d'une dizaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été formés mais qui n'ont pas encore le projet qui est démarré. En termes d'infrastructure, on n'a pas fait croître les équipes pour l'infrastructure du cluster Hadoop. Ça représente un peu moins de 10% de nos machines, mais comme elles sont toutes pareilles, finalement... Et vous avez formé spécifiquement des ingénieurs réseau dessus? Bon, réseau non, parce qu'on a travaillé avec eux au moment du déploiement pour avoir une topologie qui fait qu'on n'a pas de sursouscription, et après, ça se passe bien. Sinon, de ce point de vue-là, c'est rentré dans le monitoring classique du réseau, il y a un GB qui claque, on le change, etc. Là où on a... non, on n'a rien de spécifique, si j'aurais tendance à dire que c'est peut-être même plus facile à gérer que d'autres types de machines, parce que typiquement quand on a un disque qui meurt, on accepte d'avoir une datanote qui sort, et puis quand on aura un deuxième disque qui mourra, et on changera. Mais on n'est pas à la minute pour devoir faire des opérations, quoi. Sauf si c'était la name note qui se cassait la figure. Ça, c'est pas encore arrivé, donc je peux pas vous dire comment ça se passerait. Vous avez mis de la disponibilité dessus, justement? Non, on n'a pas mis de haute disponibilité. On a une secondary name node, et puis on a des AirSync de la current image qui sont faits à d'autres moments. On n'a pas mis de HA au niveau de la name node. Donc pas de Herbit ou d'RDB sur RK3 ou alors de Zookeeper, etc. Aujourd'hui, Zookeeper sur la name node, c'est pas encore... Ils l'ont mis un test dans la Cloudera 4. Mais... Ouais, enfin bon, nous on a des données de prod et des trucs de prod dessus. Donc, on fera du test sur la petite cellule peut-être. Mais pour l'instant, non, il faut être relativement pragmatique. Ça, c'est ce que beaucoup de gens vous vendent en vous disant oui, la name node est un single point of failure, blablabla. Moi, j'estime aujourd'hui que tous les efforts qui ont été initiés, en tout cas toutes les solutions qui ont été mises en place pour répondre au SPOF qui est
conceptuellement, oui, c'est un SPOF. En pratique, nous, ça doit faire 600 jours que tourne la NameNode et elle n'a pas subi une seule défaillance. Donc, je suis du bois, hein, mais je pense que si on avait mis des mécanismes de haute dispo de la NameNode tels qu'ils ont été décrits jusqu'à présent, notamment avec du NFS, on aurait plus d'ennuis qu'avec une NameNode SOD et une secondary NameNode, et des cas de défaillance qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, la NameNode se casse la gueule, voilà ce qui se passe. Quoi. On sait que potentiellement, on a le délai de réplication de l'image entre la NameNode principale et la secondary NameNode, qui sont des données qu'on a pu perdre. Aujourd'hui, ça ne nous pose pas vraiment de problème, pour plusieurs raisons. C'est que, on a finalement relativement peu de données qui sont nativement dans Hadoop et mises à jour dans Hadoop et uniquement dans Hadoop. On a des données qui viennent du reste du SI et qui sont mises dans Hadoop. On a le monitoring qui est collecté par Flume et Kafka, et dans Kafka on a une certaine profondeur. Donc si jamais on devait perdre 5 minutes de données parce qu'on a récupéré l'ancienne image de la NameNode, on peut régénérer les données qui ont été produites pendant ces 5 minutes en réappelant Kafka. Donc sur la majorité des cas, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut envisager, c'est de se dire, ok, plutôt que de ne pas dormir parce que la NameNode est conceptuellement un single point of failure, est-ce que je comprends bien les scénarios de défaillance qu'il y a et est-ce que je les accepte? Et cette acceptation, ben, voilà, elle passe par l'information des gens qui sont en face, elle passe par plein de choses. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas prêt à mettre des mécanismes de haute dispo qui, à mon sens, n'ont pas encore fait leur preuve. Et vous avez des mécanismes de backup dessus? Alors, sur la majorité des données, même réponse qu'avant, c'est-à-dire comme elles proviennent d'autres environnements et qu'on les baigne dans Hadoop uniquement pour la manipulation, on a laissé les backups là où ils étaient à l'origine. Ça, c'est des choses qui tournent très bien, donc on n'a pas de raison de s'en soucier. On a la réplication propre à HDFS, donc éventuellement sur certaines données sensibles, on peut l'augmenter si on veut. On a des mécanismes où on peut plugger, si on veut, le dump d'un certain nombre de données et les rentrer dans notre système de backup classique. D'accord. Aujourd'hui, on le fait très très peu. On le fait très très peu. Parce que le cycle de vie de la donnée fait qu'elle n'est pas critique à l'endroit où elle est dans Hadoop. Elle est critique avant. D'autres questions? Tout ce que vous avez développé en termes d'UDF et de flash sniper, tout ça, en termes de maintenance, c'est quoi le poids que ça représente? Aujourd'hui, c'est vraiment rien, quoi. Je dis à part quand on est tombé sur des copies COBOL un peu exotiques, hein, où on a dû changer un peu notre interprétation des données. Ça s'est pas reposé depuis quasiment un an, quoi. C'est des choses sur lesquelles on a finalement on a relativement vite convergé vers quelque chose de stable, quoi. On avait quelques bugs au départ, on s'en est rendu compte, on les a corrigés, maintenant ça tourne tout seul, quoi. Et l'utilisation d'éventuels frameworks comme Scalability, des choses comme ça, c'est quelque chose que vous avez envisagé? Alors, il y a une problématique qu'il ne faut pas négliger si on veut amener les gens à utiliser Hadoop, c'est la courbe d'apprentissage. Et c'était une des raisons pour lesquelles on voulait un modèle Dataflow comme Pig, c'est que raisonner en Dataflow, à peu près n'importe qui peut le faire, c'est assez naturel. Raisonner en MapReduce, c'est super dur. C'est pas tant la syntaxe ou la programmation Java, l'API qui est compliquée, c'est plutôt comment est-ce que je prends ma problématique et je la projette sur un mode de résolution en MapReduce. Donc ça, il y a finalement assez peu de gens qui sont capables de le faire efficacement. Et les approches intermédiaires à la scalding ou cascading en général, sont des approches qui étaient de notre point de vue un peu trop proches de la programmation et trop loin du Dataflow. D'accord. Donc en termes de cible, on était plus sur des gens qui étaient des développeurs que des gens qui étaient orientés métier. Or notre cible idéale, c'est les gens métiers, c'est les gens qui faisaient du SaaS. Plus de questions? Est-ce que le cluster aujourd'hui il est beaucoup utilisé ou pas assez? Enfin, sans doute, j'imagine, c'est. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Si les acteurs font des simulations, il est beaucoup utilisé. Il y a des moments de la nuit où les jobs passent où il est beaucoup utilisé. Après, le reste du temps, ça dépend. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place la refacturation, mais c'est quelque chose qu'on a dans les tuyaux, c'est de refacturer aux équipes le coût d'utilisation du cluster en fonction de ce qu'ils consomment en termes de stockage et ce qu'ils consomment en termes
en termes d'utilisation des capacités de calcul. Aujourd'hui, c'est potentiellement open bar et les trucs qui étaient à 48 heures et qui se passent à 5 minutes, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, ils peuvent le faire parce qu'on n'est pas arrivé à un degré de criticité et de concurrence des jobs qui fait qu'on a besoin de les restreindre, quoi. Demain, ça arrive, il faudra qu'on s'adapte. Je pense que l'adaptation qu'on risque d'avoir, c'est de faire grossir le cluster. C'est quelque chose qui est relativement simple et finalement peu coûteux. Donc, je propose qu'on poursuive la discussion autour du pot. Ouais. Merci beaucoup. Je profite aussi de cet instant pour faire un tout petit peu de retable. Comme toujours, continuez à chercher des speakers pour le Diffuser Group. Donc si jamais vous avez un sujet sympa à présenter ou une problématique que vous voulez traiter avec le groupe, n'hésitez pas à m'en faire part par email. Je cherche aussi des salles pour héberger le groupe. Donc vous voyez à peu près la population, une 50aine de personnes. Si votre entreprise peut, ou fac ou j'en sais rien, peut proposer ça, ça m'intéresse aussi. Donc contactez-moi par mail. Voilà. Merci beaucoup.